Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on a plein de choses à se dire évidemment après ce qui s'est passé à la draft. Et on l'avait dit dans la vidéo de la semaine dernière que c'était une draft assez indécise où il y avait des gars qui étaient projetés top 5, top 6 dans certaines mock drafts, qui étaient plutôt projetés entre 15 et 20 dans une autre mock draft. Voilà, suivant les sites, suivant les semaines, ça changeait. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très incertaines dans cette draft. Personne ne pouvait prédire dans quel ordre tout le monde allait partir. Euh, mais on peut quand même commencer par le fait d'avoir trois Français dans le top 6, ce qui est absolument exceptionnel et historique forcément pour n'importe quel pays hors US. Hein. C'est du jamais vu, donc gros coup de chapeau à Rizaché, à Sarr et à Salone pour avoir été voilà, trois Français dans le top 6 de la draft. Quoi. Rien que de le dire, c'est quand même assez hallucinant. Quoi. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Après, en ce qui concerne nos Bulls, donc quand on est arrivé à notre pick 11, il restait encore pas mal de nos cibles potentielles, avec notamment Dalton Knecht, Nikola Topic ou Bouzelis, ou encore le fameux Devin Carter, donc l'arrière à qui on avait apparemment promis que s'il était encore là, on le prendrait. Et donc c'est la preuve que comme d'hab, les mecs qui sortent ces infos-là n'ont aucune info justement et qu'ils inventent des trucs parce que on le sait, hein, Karnišovas, Mark Eversley, ça laisse rien filtrer. Et du coup, bah voilà, il était dispo, Devin Carter, et on l'a pas pris. Puisque finalement, notre choix s'est porté sur Matas Bouzelis. Et je dois dire que c'est un choix qui me plaît bien pour plein de raisons. Donc déjà, c'est un de ces rares joueurs qui était annoncé top 5, 6, mais très rarement plus bas que ça. Donc, à la base, tu te dis, il y a quand même assez peu de chances qu'il descende en 11. Et au final, peut-être que la saison mitigée, mais je vais développer, euh, euh, en G-League l'année dernière avec le programme Ignite, euh, a pu faire un petit peu baisser sa cote et du coup on l'avait en dispo au pick 11 et les Bulls ont sauté sur l'occasion. Mais ouais, je trouve que c'est assez difficile de véritablement juger sa saison en G-League l'année dernière parce que donc il a fait ce pari en sortant du lycée d'aller dans ce programme de G-League pour se frotter au monde pro. Quoi. Il y avait quand même un encadrement professionnel. Tu jouais contre des adultes, des mecs de 25, de 30 ans, des mecs plus costauds, plus physiques, etc. Avec la ligne à 3 points à la même distance qu'en NBA, contrairement au lycée d'où il arrivait. Donc là, c'était plein de trucs différents auxquels il devait s'adapter et ça lui a donné une première expérience du monde pro. Alors après, il s'est retrouvé dans une équipe du G-League Ignite qui a gagné que 2 matchs dans la saison, qui jouait de manière absolument dégueulasse, catastrophique, rien d'organisé. C'était beaucoup de gars qui jouaient un peu chacun pour leur gueule pour se montrer justement. Il y avait lui, il y avait Ron Holland, il y avait des gars qui étaient projetés pour être très haut dans cette draft. Ron Holland est parti en 5. Donc voilà, c'était des gars qui étaient là pour se montrer et il n'y avait rien de vraiment véritablement collectif et pas beaucoup d'opportunités euh, pour montrer l'impact que chacun pouvait avoir dans un collectif. Quoi. C'était vraiment de manière très individuelle. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que ce programme de Gillette Ignite ne va plus exister. Hein. Ça a été dissous et cette équipe n'existe plus désormais. Mais voilà, je pense que globalement, ça n'a pas été une si mauvaise expérience pour lui, parce que voilà, comme on l'a dit, tu te frottes au monde pro, les exigences au quotidien, et puis voilà, tu affrontes des mecs qui sont plus âgés que toi, plus costauds, ça te permet de, de découvrir tes axes de progression, tu es dans un contexte différent. Voilà, comme on l'a dit, la ligne à 3 points, elle est à la même distance qu'en NBA, contrairement à là où il avait l'habitude de shooter au lycée. Et il a fait une saison à 26% à 3 points en G-League l'an dernier, alors qu'au lycée, il tournait à 43% à 3 points, avec une ligne qui était un peu plus courte, genre NBA du milieu des années 90, à 6,25 m à peu près, ou 6,50 m au lieu de 7,23 m comme en NBA. Donc voilà, ça fait partie de ces axes de progression. C'est un shooter plutôt correct, avec un bon geste, pas forcément le geste le plus rapide, mais la mécanique, il est quand même plutôt bon. Et après, c'est une question de travail, de répétition, et c'est quelque chose qui viendra avec le temps.
Surtout qu'on a depuis l'an dernier Peter Patton qui a bien fait progresser certains de nos joueurs à ce niveau-là. Donc j'ai pas vraiment de, de doute sur le fait qu'à terme, voilà, il va pas shooter à 26% à 3 points NBA, il va être capable de, même si c'est pas forcément sur des gros volumes, d'être capable de punir et surtout que voilà, il est capable de shooter et il l'a montré. Là où je le trouve intéressant, Matas Bouzelis, c'est que il a un très bon jeu sans ballon. Il a une capacité à cutter dans le bon tempo, à naviguer à travers les écrans pour se retrouver démarqué de l'autre côté et shooter en catch and shoot. Il est vraiment efficace en catch and shoot. Et évidemment dans les corners parce que les distances sont un peu plus courtes aussi. Euh, et tu te dis, avec un mec comme Josh Giddey à la distribution, qui aime bien, voilà, justement trouver ces joueurs-là, qui a besoin de ces joueurs-là autour de lui, des mecs qui bougent, des mecs qui sont capables de jouer en catch and shoot, etc. Tu te dis que le fit entre les deux peut, tu vois, ça peut bien s'entendre, ça peut être vraiment intéressant, parce que si tu dois le faire jouer balle en main et il doit se créer son propre shoot, il va avoir beaucoup plus de difficultés. Même s'il a un bon handle pour un gars de sa taille, parce qu'il fait 2,8 m, c'est pas sa principale qualité. Et c'est un truc sur lequel il devra s'améliorer, même si c'est pas quelque chose qu'on va lui demander dans l'immédiat de toute façon, et peut-être même pas forcément dans le futur non plus. Mais il a un jeu off-ball qui est vraiment intéressant, et c'est sur ça qu'il va être euh, qu'on va le voir sur les premières semaines, les premiers mois de la saison pour lui, et c'est comme ça qu'il va procéder. C'est un mec qui apporte de la taille, comme je l'ai dit, il fait 2,8 m. Il a une envergure de 2,8 m aussi. Un gars qui est solide au rebond, qui y va, même si c'est pas le mec le plus costaud, le plus puissant. Mais voilà, il a un bon timing au niveau du rebond, il va en chercher quelques-uns, donc ça va nous faire du bien, hein. De toute façon, on l'a dit, on avait besoin de taille, on a besoin de rebond, on a besoin de shoot. Si Matas Bouzelis est capable d'apporter quelque chose dans ces secteurs-là, ça va nous faire énormément de bien. Et il a un profil défensif assez intéressant, notamment sur les aides, où il a un excellent timing pour voilà, intervenir, faire sur les weak side, pour venir faire des chase down, faire des close out intéressants aussi. Si tu le mets en situation de 1 contre 1, il va avoir un peu plus de mal parce que ben, il fait 2,8 m, mais il fait 95 kg, c'est pas le plus costaud. Face à des types qui vont le jouer en post-up, il va peut-être pas forcément être capable de tenir le gars, il va peut-être voler un petit peu. C'est pareil, c'est quelque chose avec le temps, il va prendre un peu de masse musculaire, un plus de physique. Et puis aussi, il n'a pas forcément la vitesse latérale. Si un mec part de loin et part en dribble face à lui et drive au cercle, il n'a pas forcément les capacités pour le suivre. Donc, mais voilà, ça, c'est des choses qui se travaillent. Il est capable, près du cercle, voilà, de mettre quelques bons contres en second rideau. Mais si tu le fais défendre sur des joueurs qui partent de loin, de derrière la ligne à 3 points, et qui attaquent le cercle, il va se faire bouffer en vitesse. Et en 1 contre 1, en post-up, physiquement, il va avoir un petit peu de mal aussi. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs qui, le shoot, euh, la, la- la défense, le physique, la vitesse latérale, c'est des trucs qui se bossent au fil du temps. Donc je me fais pas particulièrement de soucis. Comme tous les rookies, il a plein de domaines sur lesquels il doit s'améliorer, c'est normal, parce qu'il a encore 20 ans, il aura 20 ans au mois d'octobre quand le training camp va démarrer. Mais je pense qu'il est capable assez rapidement d'entrer dans la rotation et d'apporter quelque chose, voilà, d'aller chercher des rebonds, d'avoir, voilà, avec ses interventions défensives, avec son jeu sans ballon, il est capable d'apporter quelque chose rapidement, et ensuite il y aura des axes de progression sur lesquels il faudra bosser, évidemment, comme n'importe quel rookie euh, euh, de cette draft et de toutes les autres drafts de toute façon. C'est aussi un gars qui a une énorme confiance en lui et qui est un gros trash talker. Dès qu'il en a l'occasion, il va ouvrir sa gueule et il va parler du pays à certains. D'ailleurs, une de ses toutes premières déclarations après avoir été drafté, c'était de remercier ceux qui ne croyaient pas en lui parce que ça lui servait de motivation pour bosser et prouver à tout le monde qu'ils avaient tort de ne pas croire en lui. Donc déjà, ça te place le bonhomme niveau caractère. Tu vois, c'est vraiment un mec fort en gueule et qui, dès qu'il va avoir l'occasion de l'ouvrir, il ne va pas se cacher, quoi. Et ce qui gâche rien, il est né à Hinsdale, qui est juste à la sortie de Chicago. Vraiment juste à la sortie de Chicago. Donc il a grandi à Chicago, c'est un nouveau produit local.
un peu comme Ayo Dosunmu, qui est lui vraiment pur Chicago, et Jevon Carter aussi. Et comme son nom l'indique, il est d'origine lituanienne, comme un certain Arturas Karnišovas. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière pour évoquer la draft, où on avait évoqué justement cette rumeur qui disait qu'il était possible que Buzelis soit un Bulls. Et j'espère vraiment, mais vraiment, que Arturas Karnišovas n'a pas pris Matas Buzelis juste parce qu'il y a les connexions Chicago-Lituanie entre lui et Buzelis. Et qu'il l'a vraiment choisi en se disant, voilà, en pick 11, c'était le meilleur gars dispo pour nous, celui qui répondait à nos besoins, qui va vraiment nous aider parce qu'il peut shooter, parce qu'il peut prendre des rebonds, parce que voilà, défensivement, il peut avoir de l'impact, parce qu'il a le jeu sans ballon, etc. Parce que c'est des trucs dont on a besoin. Et pas juste, ah tiens, il est né à Chicago, il a une double nationalité US-lituanienne, du coup, on va le prendre, quoi. Sachant aussi que Arturas Karnišovas connaît très bien le père de Buzelis, qui était lui aussi un ancien joueur de basket, et qui par la suite est devenu le kiné de l'équipe nationale de Lituanie, pendant que Karnišovas jouait là-bas, donc ils se connaissent, quoi. Alors évidemment, Arturas Karnišovas, en conférence de presse derrière, a dit, voilà, on l'a pas pris parce que il est lituanien, parce qu'il est né à Chicago, etc. Euh, Après, on sait évidemment à quel point les Bulls adorent vendre des maillots, et quand tu prends un joueur local, forcément, ça a toujours son petit effet, et puis tu te poses toujours un petit peu la question en te disant, ça mange pas de pain, quoi, tu vois, peut-être qu'ils l'ont pas pris pour ça, mais il y a ça en plus qui fait que, voilà, ça permet de bien vendre le truc, quoi. Donc voilà. Parlant de maillot, Buzelis a décidé de porter le numéro 00, ce qui est très très rare en NBA. Il n'y a que deux joueurs dans l'histoire des Bulls qui ont porté ce maillot avant lui, c'est Robert Parrish, le Hall of Famer, et le double vainqueur du Dunk Contest, Mac McClung, qui avait fait une pige aux Bulls il y a 2-3 ans de ça, qui avait signé deux contrats de 10 jours, qui avait joué peut-être deux matchs, et qui avait donc porté le double zéro. Donc voilà, et autre petite info concernant Buzelis, il est éligible à un contrat de 4 ans et 24 millions de dollars avec des team options pour les deux dernières saisons. Donc on va, on va lui signer ce contrat-là, 24 millions sur 4 ans, c'est pas, voilà. Mais c'est ce que tu as le droit d'avoir en tant que 11e pick à la draft. Donc voilà, c'est pas trop mal. Euh, Petite anecdote vite fait, il y a à peu près une semaine, 10 jours de ça, à mon taf, je me suis retrouvé à discuter avec un Lituanien, pure souche, mais qui est là en Angleterre, et qui s'est retrouvé là où je bossais, et on a discuté, et machinalement on a parlé basket, parce que justement je lui disais, pour moi la Lituanie avec la culture basket qu'ils ont, et le mec me dit, mais moi j'adore le basket depuis, et c'est un mec qui a genre la cinquantaine, quoi. Il dit, j'ai toujours suivi le basket. Le mec il me sortait des matchs France-Lituanie des années 80 où machin il a fait tel play dans le deuxième carton, j'étais là, quoi? Donc c'était assez dingue. On a parlé basket pendant à peu près une demi-heure, et on a parlé de Buzelis, et du fait que voilà, on avait un general manager lituanien aux Bulls, Karnišovas, et que donc je me disais, il y avait quand même assez peu de chances que Buzelis descende en 11, mais du coup, si je le revois prochainement, très certainement en discuter, parce que on en avait parlé il y a de ça à peu près une semaine, 10 jours, donc voilà, c'était une petite anecdote assez sympa. Lui il suit tout le basket, la NBA en Europe, l'Euroleague, il est fan du Žalgiris Kaunas, mais voilà, il suit toute la NBA. On a parlé des Bulls, on a parlé des Nuggets, de Boston, etc. Parce que les finales venaient de se terminer, donc voilà. Mais voilà, donc bref, c'était cool. Pour revenir à nos affaires, euh, Karnišovas a donc tenu une conférence de presse à la fin du premier tour de la draft, puisqu'on sait que désormais il y a le premier tour le mercredi et le deuxième tour le jeudi. Donc après le premier tour, il a parlé à la presse, et euh, il a cette phrase que je vais citer. Il a dit: quand je vous ai parlé après la saison régulière, j'ai évoqué notre besoin de faire des changements. On a commencé à faire ça, et je ne peux pas parler des négociations en cours, mais c'est difficile de dire à quoi on va ressembler dans les 2 semaines à venir. Et pour moi, ça laisse suggérer que il va y avoir du changement, beaucoup de changements. Ça peut être Demar DeRozan qui ne revient pas, ça peut être Vucevic. On a vu des rumeurs comme quoi ils essayent de le trader quelque part pour récupérer quelque chose. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Ça peut être Zach LaVine aussi. Peut-être qu'on peut, par contre, le garder aussi dans une logique de
on veut jouer vite avec DeMar DeRozan et avec Vucevic, ça va pas être le cas. En tout cas, on veut jouer vite avec Guidé, parce que si tu prends Josh Guidé et que tu joues avec le pire pace de la ligue comme on l'a fait l'an dernier et que Guidé il est loin du ballon à regarder DeMar DeRozan faire des jouer en ISO, ça n'a absolument aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc si tu as Josh Guidé, tu veux jouer vite. Kobe White, Ayo Dosunmu, c'est des mecs qui veulent jouer à fond la caisse aussi. Zach LaVine, ça lui convient parfaitement aussi. Si tu arrives à enlever Vooch et DeMar DeRozan, qui sont les deux joueurs qui vraiment ralentissent le jeu à fond en jouant les ISO, en jouant les post-up, mais que tu gardes Zach LaVine dans une logique de jouer vite et en plus lui de redorer un peu son image et s'il veut vraiment partir, ben, il n'aura pas d'autre choix que de produire, faire des stats et voilà pour que les autres équipes retrouvent un intérêt pour lui et ensuite après il peut partir. Ça peut éventuellement se faire comme ça, mais bon, ça on aura le temps de développer quand on verra ce qui va se passer à la Free Agency. Il a aussi commenté, Arturas Karnisovas, dans cette conf de presse, il a parlé du trade avec Caruso et Guidé, en disant que c'était rare d'avoir un joueur aussi productif à 21 ans et que pour l'avoir, il fallait payer le prix fort, et donc en la personne de Caruso, et qu'il préférait avoir Guidé et ce qu'il était capable de produire, et qu'on sait qu'il est capable de produire au niveau NBA, par rapport à des pics de draft. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on dit que les Bulls... oui, c'est bien d'avoir Guidé. Encore une fois, j'ai rien contre le joueur, mais on aurait pu avoir des pics de draft pour le futur. Personne n'a dit qu'il fallait avoir des pics de draft pour cette draft-là. Évidemment, Guidé est meilleur que n'importe qui qu'on aurait pu avoir dans cette draft, probablement. Mais on parlait de pics pour peut-être 2026, 27, 28, même des seconds tours. Et quand tu vois les deals qu'il y a eu par la suite, où tu as 5 pics de draft qui partent par-ci, 4 seconds tours qui partent là-bas, et tu te dis, putain, on n'a pas été foutu de récupérer ne serait-ce qu'un seul, même un second tour 2027, 28 ou quoi, tu sais. Bref, j'ai déjà parlé de ça dans la dernière vidéo quand on a parlé de ce trade, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Pour ceux qui veulent mon avis, vous retournez dans la vidéo précédente, parce qu'il n'a pas particulièrement changé. Arturas Karnisovas a aussi donc donné des news de Zach LaVine en disant qu'il avait le feu vert pour s'entraîner normalement, parce qu'on se souvient que il a mis fin à sa saison avec une opération au pied juste avant la deadline. Il a donné des nouvelles de Patrick Williams qui lui aussi s'est fait opérer à peu près à la même période. Et lui, il n'est pas encore totalement à fond pour reprendre des entraînements, mais ça ne devrait pas tarder non plus. Il va pas mal bosser cet été. Et il espère aussi que Lonzo Ball sera capable de réussir son défi d'être là pour le training camp. Donc on va voir aussi comment ça va se passer pour ça. Et il y a une autre déclat qui m'a paru intéressante que j'ai voulu relever, c'est quand on lui a parlé justement de DeMar DeRozan et de la possibilité de le faire prolonger. Parce que à chaque interview, quand on lui parle du prochain joueur à prolonger, que ce soit Zach LaVine, que ce soit Vucevic, que ce soit Kobe, etc., au fil des années, il a toujours dit on aime ce joueur, on veut qu'il revienne, etc. Et il l'avait déjà dit concernant DeMar DeRozan dans l'interview de fin de saison régulière. Mais là, cette fois, il a juste dit qu'ils étudiaient toutes les possibilités. Il n'a pas dit on veut qu'il revienne, on l'aime, etc. Alors qu'il te rabâchait ça systématiquement pour chaque autre joueur à chaque fois qu'on en parlait. Et pour moi, c'est peut-être que c'est rien, mais moi je vois ça comme un signe de il va peut-être pas revenir, tu vois. Après, c'est peut-être juste moi qui interprète, voilà, qui veut vraiment lire entre les lignes, mais de toute façon, on va être vite fixé. Mais en tout cas, moi je le vois comme ça, quoi. Et ensuite, il a parlé aussi du fait que maintenant les Bulls se focalisaient sur la free agency. Euh, et, et il a dit ça, donc c'était après le premier sort de la draft. Il n'a pas parlé du deuxième tour, et donc ça laissait suggérer qu'il n'allait pas se passer grand-chose pour les Bulls au deuxième tour. Et effectivement, on n'a pas fait de move, on n'a pas mis un trade en place pour récupérer un pick, pour récupérer un autre joueur, etc. Ça a du sens, je ne suis pas particulièrement surpris ni déçu ou quoi que ce soit, parce que c'est une cuvée de draft annoncée assez faible, et il n'y avait pas forcément d'opportunité ou de joueurs où tu te dis, ah ouais, là, ce mec-là, il est encore dispo en 35, en 36, en 38, en 40. On va appeler et puis essayer de voir si on peut récupérer un pick pour prendre ce gars-là. Ceci étant, l'an dernier, on a envoyé 2 futurs second tours de draft pour récupérer celui des Wizards pour prendre Julian Phillips. Donc, on ne sait jamais. Mais là, il n'y avait pas de joueur où tu te disais, tiens, ça vaut le coup de faire ce move-là, et les Bulls n'ont donc rien fait. Et perso, ça me dérange pas plus que ça. Donc, on va se pencher sur la free agency qui démarre donc très très vite, hein,
dès le 1er juillet, sachant qu'il y a des dates très importantes avant ça. Là, on est le 28 et on a jusqu'à demain soir, le samedi 29, pour régler plusieurs situations, notamment Torrey Craig, qui lui doit annoncer si oui ou non il active sa player option pour revenir l'année prochaine. Une player option qui se monte à 2 845 000, etc. Alors si ça se trouve, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, l'annonce est faite et donc bah, vous aurez l'annonce en plus. Mais à l'heure, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de Torrey Craig pour savoir s'il décide de revenir un an de plus à ce tarif-là ou s'il choisit d'être libre cet été et signer ailleurs, comme Derrick Jones Jr. a pu le faire l'an dernier, il est parti à Dallas, etc. Donc voilà. C'est aussi la limite demain soir pour activer la qualifying offer à Patrick Williams, qui se monte à 12 973 000, etc. Alors selon Jake L. Fisher, c'est déjà fait depuis 2-3 jours. Mais moi j'ai du mal avec Jake L. Fisher, donc voilà, en plus là, le soir de la draft, le premier tour, il a raconté énormément de conneries en disant selon mes infos, telle équipe va prendre tel gars, et puis 2 minutes après, bah, les mecs ils draftaient un autre type. Donc c'est arrivé 3-4 fois dans la soirée. Donc c'est pas un type en qui j'ai énormément confiance, je suis pas très certain des infos qu'il a. Et c'est pas un insider des Bulls. Et aucun insider des Bulls, justement, ceux qui sont à qui tu peux faire confiance quand ils disent quelque chose, c'est que c'est concret et que c'est sûr. Des mecs comme Casey Johnson, Darnell Mayberry, Will Gottlieb ou Julia Poe, euh, quand eux ils te disent ça, c'est que c'est arrivé. Et aucun d'entre eux n'a confirmé le fait que les Bulls ont activé cette qualifying offer pour Patrick Williams. Donc j'attends que ce soit sûr et certain. Une fois qu'elle sera activée, et ça va très vraisemblablement être le cas, et que ce sera officiel, euh, Patrick Williams deviendra restricted free agent pour cet été, c'est-à-dire qu'il peut aller voir d'autres équipes, ce qu'il lui offre. Si une équipe lui fait une proposition et qu'il signe ça, les Bulls ont 3 jours pour matcher l'offre s'ils le désirent, ou sinon ils le laissent partir. C'est une pratique très courante de la part des Bulls qui ont fait ça avec plein de monde. La première prolongation de contrat de Zach LaVine, ils avaient fait la même chose, ils l'avaient laissé un peu aller voir les autres équipes en disant va voir ce qu'on te propose ailleurs, et puis s'il y a un truc qui te plaît, tu le signes, et puis nous on voit si on s'aligne ou pas. Il avait signé un contrat avec les Kings, 4 ans à 80 millions, et, euh, et les Bulls l'ont matché très rapidement derrière. Donc voilà. Mais Zach LaVine, c'est un exemple. Il y a plein d'autres joueurs comme ça avec qui on a procédé de la même manière au fil des années. Euh, et puis, c'est aussi la date limite demain pour activer les qualifying offers, donc même chose que pour Patrick Williams, mais pour Henry Drell et Adama Sanogo, qui avaient principalement joué en G-League cette saison. Donc eux, c'est un peu moins de 2 millions chacun pour activer la qualifying offer et voir un petit peu ce qu'on fait avec eux par la suite, parce ils avaient des two-way contracts, etc. Donc, à voir comment ça se déroule pour eux. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette arrivée de Bouzeli, si vous auriez préféré un autre joueur, un autre profil, un autre poste, ou si ça vous convient. Et puis voilà, on en discute. De toute façon, là, on va très certainement avoir d'autres vidéos qui vont venir prochainement, parce que la Free Agency va démarrer très bientôt. On va voir comment ça va se passer pour Demar, pour Zach, pour Vooch, pour Patrick Williams, pour Torrey Craig, du coup aussi. Donc voilà, plein d'infos qui vont arriver très bientôt, donc d'autres vidéos qui vont suivre en fonction. Donc on va se retrouver très bientôt. Donnez-moi vos avis sur la draft, etc. Ce que vous en avez pensé, si vous auriez aimé qu'on bouge pour récupérer quelqu'un d'autre aussi. Et puis voilà, on discute de tout ça. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls, comme d'hab.